Voilà, si vous voulez bien rentrer et prendre place, on va passer à la dernière session plénière qui sera suivie de la dernière conférence de ces États généraux, avant de se séparer la larme à l'œil. Le professeur Jean Sibilia, doyen de l'UFR de médecine de Strasbourg, et le docteur Florence Brunet-Possanti, maître de conférence à Paris-Cité, vont modérer cette session consacrée à environnement, climat et santé. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de ces EGFRM et en particulier merci au professeur Ruzniewski de nous avoir donné cette opportunité de monter cette session dédiée aux enjeux climat-santé, qui est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, de surfer sur les dernières vagues d'inondations en France, en Espagne. Je pense qu'on est tous convaincus que les perturbations actuelles vont s'intensifier et vont prendre une place de plus en plus importante dans notre pratique quotidienne d'hospitalo-universitaire, et qu'il est donc absolument nécessaire de nous former et de former nos étudiants à ces enjeux. Donc, au-delà des bonnes volontés, je voulais juste redire en introduction qu'il y a aussi une note de cadrage qui est parue il y a 1 an, donc en octobre 2023, et qui réinsiste sur le fait que tous les étudiants du premier cycle doivent recevoir une formation sur ces enjeux, avec une préconisation d'un volume horaire de 30 heures. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, mais on est sur la bonne voie. Et je vais laisser la parole au professeur Sibilia. Merci Florence, merci. Donc on a dit l'heure des braves, hein, parce que c'est effectivement la dernière session. J'aimerais en profiter pour remercier, je vais dire la larme à l'œil, Philippe, tu l'as dit, mais je voulais symboliquement le faire. Hein, j'y tenais à remercier Philippe pour l'organisation. Tu as été la cheville ouvrière. On ne t'a pas assez remercié, donc moi j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu as organisé. Donc, mille merci à Philippe d'avoir accueilli et coordonné ces états généraux. Et puis merci à ceux qui sont là. Et on avait dit avec Florence qu'on dirait juste quelques mots très brefs. Si vous êtes là, c'est que vous y croyez et que vous êtes les ambassadeurs de ce thème. Et je voulais simplement reprendre, on avait échangé avec Philippe pour la conférence de presse, 3 messages clés, en fait, et vous rappelez simplement ces 3 messages clés pour lesquels on est là. Et je pense que le premier message, c'est qu'on a conscience que l'université, les facultés de médecine, mais les facultés de santé, et pas que, sont vraiment les porteurs de valeurs qui sont les valeurs aujourd'hui de ce que représente le One Health, en fait. Non pas la santé globale, hein, vous savez, santé globale et One Health, c'est 2 notions complémentaires, mais on est porteur de ces valeurs-là. Et en fait, on a une responsabilité sociétale, universitaire, et on peut les porter par ces valeurs-là parce qu'on va traverser des défis et nous avons des enjeux devant nous qui sont considérables, qui sont sans précédent. Et je crois qu'il faut en avoir conscience et on est là, tous ceux qui sont à la table, c'est qu'on croit à ça, on a compris ça et on veut que vous soyez aussi les ambassadeurs des choses auxquelles on croit parce que la transformation n'existera que si le message est systémique. Ça ne peut pas être un message élitiste, ça ne peut pas être un message d'happy few, qui croit à ce qu'ils disent. Ça ne peut être qu'un message collectif. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, le deuxième message qu'on a passé, c'est que c'est notre responsabilité aussi de formateur de former nos étudiants en formation initiale. Florence, tu l'as rappelé, Marine le rappellera, et on a mis en place quand même beaucoup de choses. Il faut toujours regarder un peu dans le rétroviseur pour regarder ce qui a été fait, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, peut-être pas suffisamment connues, et on va encore faire mieux en formation initiale, en formation continue, et pas seulement pour les étudiants en médecine, mais on aimerait finalement que tout le monde puisse bénéficier de cette formation et qu'on offre, en fait, hein, c'est un cadeau qu'on essaie de faire, cadeau plein de convictions qu'on essaie de faire. Donc la formation, c'est très important et on est là, les doyens, enfin en tout cas j'atteste ça, je ne suis pas le seul, hein. Gilles Rod, il y a aussi Gilles et tous les doyens à ce message-là, on est là pour la formation. Et troisième point, il faut aussi que chacun, dans sa maison, dans sa faculté, son université, on soit animateur de stratégie et de projets. Je prendrai un seul exemple, mais parce qu'il est le mien, mais on va créer à Strasbourg le premier institut de santé publique, d'innovation sociale et de santé environnementale. Donc, porter des initiatives chez soi qui
traduisent, on va en parler, de nouvelles façons peut-être de voir la santé de demain, plus préventive, plus prédictive, et en y incluant évidemment, c'est incontournable, une vision One Health parce qu'elle est totalement liée à cette vision-là. Donc voilà les 3 messages. Message, c'est on a une responsabilité sociétale sur les valeurs qu'on partage. 2, une responsabilité de formateur. Et 3, une responsabilité de créateur et de pionnier en termes de projet. Si on partageait tout ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer par les présentations. On va passer la parole aux orateurs et j'espère qu'on aura un peu de temps de parole avec la salle. Et Benoît, tu viens d'arriver, donc je te remercie. J'y remercie Philippe, mais je voulais remercier mon président aussi d'avoir permis que ce thème, c'est un symbole, et il ne faut pas l'oublier, ce thème soit un thème important des États généraux, comme il le sera, j'espère, à nouveau aux Assises l'an prochain. On y veillera. Donc ça permet chaque année d'afficher ce thème-là et c'est une symbolique déjà très forte. Ça ne suffit pas, mais merci Benoît d'y croire. Voilà, c'est déjà très important. Florence, je te repasse la parole pour la présentation de nos orateurs. Merci. Donc notre premier orateur, c'est Baptiste Verneuil. Donc Baptiste est diplômé de l'École polytechnique et également titulaire d'un master en ingénierie de l'environnement de l'Université de Munich. Et il travaille actuellement à la fois à l'École des hautes études en santé publique et également dans le Shift Project. Donc le Shift Project, tu vas en parler Baptiste, mais c'est un think tank qui est dédié à la décarbonation de l'économie française et qui s'intéresse secteur par secteur. Et au sein du Shift Project, Baptiste occupe le poste de chargé de projet pour le programme santé, énergie et climat. Donc, tu vas nous présenter les grands éléments du rapport Décarboner la santé pour une santé durable et également les grands axes de tes travaux actuels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous pour être restés cet après-midi pour cette courte présentation de cette session sur les enjeux santé-environnement. Donc, je vais vous présenter les résultats qu'on a eus au Shift Project sur justement cette thématique de santé-environnement. Donc, juste avant ça, un mot sur le Shift Project. On est une association. Notre objectif, c'est d'éclairer le débat public sur justement les enjeux liés à l'énergie et au climat. On s'intéresse aux différents secteurs économiques, dont ici celui de la santé. Juste avant, je vais faire un tout petit rappel sur les enjeux qui sont liés au changement climatique, parce que c'est des prérequis qui sont nécessaires à la compréhension de nos résultats. Donc, pour commencer, alors je ne sais pas si vous voyez le point commun qui ont ces différentes illustrations. En fait, c'est des images qui représentent toute une activité liée directement ou indirectement au secteur de la santé, que ce soit la mobilité, la construction de bâtiments, ici c'est le nouveau CHU de Reims, que ce soit des consommables, par exemple ici le textile et les équipements de protection individuelle, que ce soit l'extraction de ressources, y compris les ressources alimentaires pour préparer les repas qui sont servis dans l'établissement, c'est les activités du secteur de la santé. Et le deuxième point commun qu'ont toutes ces activités-là, c'est qu'elles induisent directement ou indirectement une consommation d'énergie fossile, que ce soit par la consommation de carburant pour faire avancer les véhicules, que ce soit pour les chaînes logistiques, pour l'extraction de ressources, etc. Il n'existe pas d'activité qui n'induit pas une consommation d'énergie fossile, notamment du pétrole, du gaz ou du charbon. Quelques ordres de grandeur. Je ne sais pas si vous voyez que ça fait un baril de pétrole, ça fait à peu près 1 mètre de haut. Tous les jours, on consomme l'équivalent de 6 fois le diamètre de la Terre en baril de pétrole. En charbon, c'est pareil. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce monument. C'est le Burj Khalifa, le plus grand bâtiment du monde à Dubaï. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait en termes de masse, en termes d'acier, en termes de béton. Tous les jours, on consomme à peu près 45 fois la masse de ce gratte-ciel en charbon. Et donc ça, c'est tous les jours. Et ces consommations, elles continuent d'augmenter. Là, on a battu en 2023 des nouveaux records en consommation à la fois de pétrole, de gaz et de charbon. La combustion de ces énergies fossiles, elles induisent une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Là, ce qu'on observe, c'est l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Ce qu'on observe, c'est 2 choses. Déjà, on a une concentration de CO2 qui n'a jamais été observée dans l'atmosphère, quels que soient les mesurements. Donc là, on est à plus de 400 millions de particules par... Il y a une particule sur 400 millions qui est une particule de CO2. Ça augmente. La deuxième chose qu'on observe, c'est que l'intensité d'augmentation n'a jamais été observée précédemment. Là, on est sur une échelle de temps qui est de quelques dizaines d'années. Si on observe les différents mesurements, l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère
évoluait sur une échelle de temps qui était plus de plusieurs dizaines de milliers d'années. Cette augmentation de la concentration de CO2, elle est induite par le phénomène de l'effet de serre, une augmentation de la température, et on est déjà en France à peu près plus 1,2 degré, et même plus 1,9 degré sur les zones continentales, parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Et quelques degrés en plus, on pourrait dire que ce n'est pas si grave, mais en fait, ça l'est. Une raison, c'est déjà on ne peut pas prévoir l'évolution, les conséquences de ce réchauffement, même de quelques degrés. Je ne sais pas si vous donc, reconnaissez l'Europe aujourd'hui, c'est à peu près des forêts tempérées pour la majeure partie de la surface. On a des forêts boréales aussi au nord. Maintenant, à gauche, c'est l'Europe il y a 20 000 ans. C'était complètement différent. La plupart de l'Europe, c'était des forêts polaires. On pouvait aller chez nos voisins anglais à pied parce que la Manche n'existait pas. Il y avait 3 km de glaciers qui étaient sur nos voisins nordiques, donc il n'y avait pas de pays nordiques. La différence entre l'Europe d'il y a 20 000 ans et l'Europe actuelle, c'est uniquement 5 degrés de réchauffement. Donc ça paraît pas énorme finalement. Donc avec 4 degrés de réchauffement, c'est une augmentation qui pourrait être prévue d'ici la fin du siècle, en fait les conséquences sont assez inimaginables. En santé, on a également des conséquences, et vous les connaissez toutes pour la plupart, je pense, que ce soit d'augmentation des dangers liés au coup de chaleur, de la malnutrition, l'évolution de certaines maladies chroniques ou de maladies infectieuses vectorielles. C'est une augmentation de la pression sur le système de santé. Le système de santé, on l'a vu via ses activités, il consomme des ressources énergétiques et des ressources fossiles. Donc cette augmentation des risques sur la santé va induire une augmentation de la consommation d'énergie fossile. Et en fait, on a un véritable cercle vicieux. Plus on consomme de ressources, plus on accroît les risques sur l'environnement. Et on a un cercle vicieux sans fin, où plus on a de risques sur la santé, plus on consomme de ressources, et vice-versa. C'est pour cette raison qu'au Shift, on a choisi de s'intéresser au sujet de la santé et du climat, parce qu'on pense que ces deux sujets sont intrinsèquement liés. Voilà pour cette courte introduction. On va pouvoir passer aux résultats de nos différents calculs. Donc, on a cherché à évaluer l'empreinte carbone du système de santé français. Ce qu'on a trouvé, c'est que le système de santé émet à peu près chaque année 49 millions de tonnes de CO2. Donc 49 millions de tonnes, ça ne vous dit pas forcément grand-chose et c'est plutôt normal. C'est à peu près 8% de l'empreinte carbone nationale. C'est à peu près 2 fois plus que l'empreinte carbone de tout le textile qu'on consomme en France, y compris le textile importé. C'est à peu près 5 fois plus que la filière ciment-béton, donc tous les constructions que vous voyez. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est très significatif. Ce qu'on observe également, c'est que 87% de ces émissions, elles sont indirectes. Donc on va voir juste après ce que ça veut dire plus précisément, mais ça veut surtout dire que c'est plus difficile à mesurer et plus difficile d'agir sur ces émissions-là. Et la moitié de ces émissions, c'est pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc on a considéré comme intrants du secteur de santé. Donc si on zoome maintenant sur ces émissions-là, donc là ce qu'on observe, c'est un graphe qui représente la décomposition de ces émissions selon les différentes catégories, donc les postes d'émissions. Donc chaque barre, c'est une catégorie d'émissions. La couleur de ces barres, ça représente ce qu'on appelle les scopes, donc les émissions directes ou indirectes, notamment directes pour les émissions orange clair et indirectes pour le bleu. Ce qu'on observe également, c'est qu'il y a des grosses marges d'incertitude qui sont liées à des difficultés d'accès à la donnée, notamment pour les produits de santé. Quelles que soient les marges d'incertitude, en fait, même si on prend les fourchettes basses, les médicaments, les dispositifs médicaux représentent toujours une grosse partie de ces émissions, notamment à peu près la moitié. Donc là, médicaments et dispositifs médicaux, on parle de toute la chaîne de valeur, que ce soit l'extraction des ressources, les consommations énergétiques liées aux procédés chimiques de transformation pour les médicaments, les chaînes logistiques, etc. On parle de toute la chaîne de valeur. Et pour les dispositifs médicaux, c'est très large. On parle à la fois des équipements biomédicaux, des IRM, des masques, des seringues, etc. Donc c'est très large. Et en fait, ce n'est pas étonnant que ça représente une grosse partie des émissions parce qu'on en consomme beaucoup. Donc ce n'est pas surprenant. Ce qu'on observe également, c'est qu'il y a une grosse part de consommation d'énergie. Et ce n'est pas non plus étonnant parce que si on regarde juste les hôpitaux, c'est à peu près 45 millions de mètres carrés. Donc il faut chauffer, climatiser l'hiver. 45 millions de mètres carrés, c'est à peu près autant que la ville de Lyon en termes de superficie. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est aussi des surfaces qu'il faut construire. Donc notamment, c'est pour cette raison qu'on a une grosse part des émissions qui provient des constructions de bâtiments, ce qu'on voit ici dans immobilisation. Enfin, on a une grosse part qui est liée au transport, avec des milliards de kilomètres qui sont parcourus chaque année par les professionnels de santé, et une grosse part liée à l'alimentation, puisqu'on sert à peu près 2 milliards de repas chaque année dans les établissements de santé, notamment les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
Donc, fort de ce constat-là, on a au Shift Project établi une feuille de route de décarbonation. L'objectif, c'est d'essayer de voir comment ces émissions pouvaient évoluer dans le temps pour essayer d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, qui sont moins 80% des émissions d'ici 2050. Donc, moins 80%, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'accès, et c'est pour ça qu'il faut jouer sur chacun de ces postes d'émission. Donc, notamment, on a établi une feuille de route pour chacun des postes, on a chiffré l'effet de chacune des mesures. Donc, l'objectif, ce n'est pas ici de vous les détailler toutes une par une, sinon ça prendrait trop de temps. Donc, ça ne sert à rien de lire ce qui est écrit. Il y a beaucoup de mesures, et je vous invite à lire notre rapport qui fait à peu près 200 pages, mais qui est très intéressant. Toujours est-il qu'on a chiffré les différents leviers de décarbonation et on peut donc les prioriser. Là, par exemple, sur l'alimentation, on peut retrouver notamment une mesure qui pourrait être de servir plus de protéines végétales et avoir moins d'emballage dans la restauration collective. Ça, c'est des exemples de mesures qu'on a pu évaluer. Ici, on va juste faire un focus sur les produits de santé, donc notamment les médicaments et dispositifs médicaux. En fait, notre calcul pour estimer les émissions, il est assez simple. On ne fait pas des calculs très compliqués. Pour estimer les émissions des produits de santé, c'est juste une multiplication facile. On multiplie la quantité de produits qu'on consomme par l'intensité carbone des produits. Donc à quel point chaque produit induit des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, pour jouer sur les émissions des produits de santé, on peut jouer sur les deux termes. On peut diminuer le volume de produits de santé qu'on consomme et on peut également diminuer l'impact carbone de chaque produit. Donc juste quelques exemples pour les deux principaux leviers de décarbonation. Là, c'est par exemple une comparaison de l'impact carbone de la production de l'ibuprofène selon le lieu de fabrication. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que si on produit l'ibuprofène aux États-Unis, l'impact carbone est à peu près 2 fois inférieur à l'ibuprofène quand il est fabriqué en Inde ou en Chine. Ça vient du fait qu'aux États-Unis, les procédés de fabrication sont assez optimisés, il y a moins de pertes d'énergie, moins de pertes de matériaux dans la fabrication. Et pourtant, les États-Unis ne sont pas non plus très verts d'un point de vue mix énergétique. Donc, si on produisait l'ibuprofène en France, on aurait très probablement une empreinte carbone encore inférieure. Ça, c'est un exemple d'action qui permet de diminuer l'intensité carbone de ce qu'on consomme. On peut également jouer sur la quantité de produits qu'on consomme. Là, un exemple, c'est notamment la surprescription de certains médicaments. Là, on observe une comparaison de la prescription d'antibiotiques, de la consommation d'antibiotiques sur les différents pays européens. Ce qu'on observe, c'est qu'en tout cas en 2016, on consommait 2 fois plus d'antibiotiques que nos voisins allemands, alors que nos voisins allemands ne sont pas réputés pour être plus malades que nous. Donc on peut remettre en question certains usages qu'on peut avoir. Par exemple, dans les hôpitaux de l'AP-HP, ici à Paris, on consomme à peu près 150 millions de gants chaque année, de gants à usage unique. Donc c'est absolument gigantesque. On peut remettre en question certains usages, sans toutefois dire qu'il faut arrêter de prescrire. On peut probablement moins prescrire pour des mêmes effets thérapeutiques. Donc voilà, 160 millions de gants par an à l'AP-HP et 5 km juste à l'AP-HP de champ opératoire, 5 km². Donc c'est à peu près autant que les 4 premiers arrondissements de Paris en termes de surface cumulée. Donc certains de ces usages sont probablement non pertinents. C'est le cas par exemple des pansements où la surprescription a été évaluée à 29% à l'hôpital. Les gants, là l'étude c'est pour les EHPAD, mais la surprescription, la surconsommation a été évaluée à 2 tiers. Donc il y a 2 tiers des utilisations de gants qui sont jugées comme non pertinentes. Donc ça c'est des exemples d'usages qui peuvent être remis en question. On peut également substituer certains produits de santé. Là, c'est l'exemple des inhalateurs, donc, pour les personnes atteintes de pathologies liées à l'asthme notamment. Là, ce qu'on observe, c'est que pour les inhalateurs classiques qui utilisent des gaz propulseurs, donc de type ventoline, ce gaz propulseur a un effet extrêmement nocif sur l'environnement. C'est lui-même un gaz à effet de serre. Si on remplace ces gaz propulseurs par des solutions comme des poudres sèches, on divise par 20 à peu près l'impact carbone de ces médicaments. Donc c'est un cas de substitution qui permet de diminuer drastiquement l'impact carbone sans jouer sur les bénéfices thérapeutiques. Donc en conclusion de ces éléments, donc quelques messages à retenir. Le premier, c'est que les émissions indirectes, c'est la majeure partie des émissions. Donc on ne peut pas voir ces émissions-là, mais elles existent bien. Elles sont surtout situées en amont des chaînes de valeur. Elles sont notamment liées au déplacement, à l'alimentation et surtout aux produits de santé, donc aux médicaments et aux dispositifs médicaux qui sont consommés via le système de santé. Les marges de manœuvre, elles sont très nombreuses. On en a identifié pas mal au Shift Project, mais il y en a encore d'autres qui continuent d'être identifiées par les différents professionnels et par beaucoup d'initiatives qui apparaissent sur le sujet. Elles nécessitent d'engager la science et la recherche pour beaucoup, et elles nécessitent également d'être planifiées dans le temps, sur le long terme, d'être financées, et des outils doivent être mis en place pour accompagner les différents acteurs.
Enfin, il y a 2 manières de diminuer les émissions, quelle que soit la catégorie d'émissions et quel que soit d'ailleurs le métier que vous exercez. On peut jouer à la fois sur le volume de consommation des différentes activités ou des différents produits, et on peut jouer sur l'intensité carbone de chaque activité, donc essayer de choisir des activités ou des produits qui sont plus vertueux. Et enfin, pour finir sur une note optimiste, nous, ce qu'on constate, c'est que depuis à peu près 5 ans, il y a un très fort mouvement d'engagement, à la fois de la part des professionnels de santé, la preuve en est de notre invitation ici aujourd'hui pour ce congrès. Il y a également un fort mouvement de la part des politiques publiques, donc des différents acteurs publics, que ce soit la science maladie, les différents ministères ou la HAS, et de forts mouvements de la part des industriels qui essaient de se saisir de plus en plus de ces sujets-là. Merci à tous pour votre attention. Bien, merci Baptiste. Donc on prendra quelques questions en fin de session. Merci beaucoup. Et donc notre deuxième intervenant, professeur Barouki, qui est médecin et biochimiste de formation et qui a été le fondateur et le directeur de l'unité de recherche mixte INSERM intitulée Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire et biomarqueurs. Et depuis 2024, le professeur Barouki dirige l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM ainsi que l'Institut de recherche en santé publique. Donc, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup appris des conférences du professeur Barouki, qui est un excellent pédagogue, sur le sujet de l'exposome et des perturbateurs endocriniens. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir sélectionné cette thématique dans les États généraux. C'est un signal extrêmement important. Donc, je ne vais pas parler que de l'INSERM. Je vais essayer plutôt d'amener un certain nombre d'illustrations qui permettent aussi d'être utilisées en pédagogie. Voilà. La première, c'est que je vais parler de l'environnement au sens général, et en général, l'environnement est présenté de manière très négative. Hein. C'est plutôt les accidents dans les usines, la pollution de l'air, les contaminants de l'alimentation, mais il faut aussi voir que l'environnement, ça peut être aussi la solution. Hein. Donc il y a les espaces verts, les plans d'eau, l'environnement social, le psychosocial est quelque chose de très important. Donc, il faut aussi penser à l'environnement en termes de solutions et ne pas avoir une image toujours extrêmement négative. Ça peut même être quelque chose qui est, sur le plan économique, extrêmement valorisant. Et donc, je pense que parmi les exemples qu'on a cités tout à l'heure, améliorer donc l'empreinte du système de santé, et sur le plan économique, c'est fantastique, hein, dans un sens. Donc il y a des choses très positives. Mais à partir de là, je vais parler que des problèmes, donc désolé. Mais je vais commencer par cette diapo sur les différents grands concepts, hein, qui nous agitent sur la santé globale, la santé planétaire, donc une seule santé, One Health, l'exposome, qui sont partis. Ces différents concepts sont partis d'origines extrêmement différentes. Enfin, je veux dire, One Health, c'est initialement, moi je l'ai appris, j'étais dans cet amphi, les zoonoses, au fond, on apprend ça depuis extrêmement longtemps. C'est parti de là, hein, c'est le côté infectieux qui a été à l'origine. Mais la définition actuelle de l'OMS de One Health est beaucoup plus large que ça. C'est l'ensemble en fait, de l'interaction entre la santé des écosystèmes, des animaux et des humains. La santé globale avait une autre origine, plus avoir la santé partout, en tout cas dans le monde. Et puis petit à petit aussi, ça s'est généralisé et ça se rapproche un tout petit peu d'une seule santé dans une certaine mesure. La santé planétaire s'est beaucoup focalisée sur une analyse des limites planétaires. Donc c'est quelque chose que vous entendez parfois à la radio. On a atteint la limite sur les produits chimiques. On appelle ça les nouvelles entités. Donc en fait, on fabrique plus de produits chimiques qu'on est capable d'éliminer et d'en comprendre même l'exposition et la toxicité. Donc voilà. Et puis à l'exposome, donc je vais revenir sur l'exposome qui peut rassembler un peu tout ça. Mon sentiment, c'est que tout ça est en train gentiment de converger. C'est peut-être pas très important d'y passer beaucoup de temps, mais en tout cas, il y a toute une série de concepts qui consistent à dire que l'homme fait partie de cette planète et de cet écosystème total et qu'il faut toujours garder ça en tête. Et puis, il y a des impacts dans les deux sens, mais on va surtout parler de l'impact en fait de l'environnement sur l'homme avec cette notion d'exposome qui est née en 2005. C'est Christopher Wilde au Centre international de recherche sur le cancer qui a défini l'exposome comme étant en gros toutes les expositions environnementales tout au long de la vie. Mais toutes les expositions, ça veut dire chimiques, physiques, donc le bruit, la chaleur, infectieuses, biologiques, mais aussi psychosociales. Donc c'est extrêmement large. Et puis en plus, tout au long de la vie, ce qui nous a concerné
quand on était un fœtus, continue à avoir un impact sur notre état de santé et de pathologie. Dans ce sens, c'est un concept tellement large qu'on peut se demander s'il est vraiment opérationnel. Et toute une partie de notre activité, depuis un certain nombre d'années, les gens qui s'intéressent à l'exposome, c'est de voir comment il peut être opérationnel, comment on peut le rendre opérationnel et donc et mieux le définir. Mais enfin, ça consiste à définir tous les facteurs de stress possibles, leurs sources, où est-ce qu'on est exposé, le temps. Est-ce qu'on est exposé pendant la période fœtale, la petite enfance, ou une période de très grande vulnérabilité, ou plus tard à l'âge adulte, ou à l'âge avancé, où là aussi on rentre dans une autre période, un autre type de vulnérabilité, etc. Donc il y a tout ça, normalement, qui doit être pris en compte, mais pour aboutir à quelque chose qui est opérationnel, il faut avoir des méthodes. Et au fond, si la génomique a eu le succès que ça a eu, parce que sur le plan des méthodes, on a réussi à obtenir finalement des séquences et pouvoir les interpréter, et pas très cher. Et ça, c'est fondamental, et ça, peut-être qu'on y reviendra. Mais une des méthodes principales donc pour analyser, en tout cas sur le plan de la chimie, c'est ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Développement extraordinaire, avec tous les ans, on améliore la sensibilité, le nombre de substances. Donc, on peut relativement facilement voir des milliers de substances, identifier un peu moins, parce que c'est pas toujours facile d'identifier, mais on peut faire un panel assez large de la spectrométrie de masse. Et on a en France développé une infrastructure qui s'appelle France Exposome, donc qui est coordonnée par l'INSERM, mais qui implique beaucoup d'autres institutions. Et France Exposome est sur la feuille de route ministérielle, fait partie d'une très grande infrastructure européenne. Si vous avez envie de faire doser quelque chose, il faut aller voir France Exposome. Ils ont les capacités, ils ont une forêt de spectromètres de masse et en gros capables de doser énormément de choses. Donc vraiment, ça, je pense, c'est quelque chose de fondamental. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les satellites. Au niveau européen, on a Copernicus qui donne beaucoup d'informations sur la luminosité, la pollution de l'air, etc. Les datas, elles arrivent. Hein. On commence à avoir des capacités d'analyser, disons, l'environnement, que ce soit chimique, mais aussi physique, de manière, et biologique, bien entendu, de manière assez soutenue. Un point d'attention, c'est sur le rôle des déterminants sociaux, qui est absolument fondamental. Ça fait partie de l'exposome. Les inégalités sociales, en gros, on en fait partie. Mais il y a une petite distinction, c'est que souvent, ces déterminants sociaux viennent avant les expositions. Si vous avez peu de moyens, vous allez avoir tendance à vivre dans des habitats qui ne sont pas tout à fait aux normes. Vous allez avoir tendance à être plutôt soumis au bruit, peut-être à la pollution, ne pas avoir d'espace vert à côté de vous. Il y a toute une série de raisons. Donc, les déterminants sociaux expliquent un peu les expositions, les stress psychosociaux qui eux-mêmes vont passer par des médiateurs biologiques et avoir un impact ensuite sur la santé. C'est dans cet ordre-là qu'il est important d'avoir en tête. Juste un mot sur l'histoire de l'exposome, parce que je vous ai dit, Christopher Wilde, 2005, il a défini quelque chose qu'il a appelé l'exposome. Pendant 4-5 ans, il ne s'est absolument rien passé. D'ailleurs, son papier a été refusé dans toute une série de journaux qui ne le trouvaient pas très, très intéressant. Et puis, ça a commencé à venir, et l'Europe a ouvert notamment un certain nombre de grands programmes sur l'exposome, les États-Unis aussi, et ça a continué. Et là, actuellement, vous allez voir vers la fin quelque chose que j'ai appelé IHEM et puis le NIHS Center of Exposome. En Europe, comme aux États-Unis, on a maintenant 2 organisations, hein, ce sont des projets, dont le but est de définir qu'est-ce qu'on peut faire en pratique sur le plan de l'exposome. Et il y a une interaction entre les deux, et l'espoir, c'est comme on a fait un programme génome il y a 20 ans, 25 ans, à l'échelle internationale, on aboutisse à un programme exposome aussi à l'échelle internationale pour pouvoir mieux définir ce concept. La France est plutôt bien placée hein, dans les grandes études européennes. L'année passée, on fait partie de beaucoup d'études européennes. On en coordonne un certain nombre. L'année passée, une petite étude bibliométrique a montré qu'on était en 2e place derrière les États-Unis dans les publications sur l'exposome. C'est pas mal, parce que quand on voit d'autres domaines, c'est pas évident d'être en 2e. En général, on est un peu 5, 6, 7, ça dépend de la Chine. Donc, voilà un exemple d'exposome en termes de pathologie. On peut voir l'exposome de manière très générale, étudier soit la chimie, soit la biologie, soit d'autres types d'exposition. On peut aussi s'intéresser à une pathologie et voir l'ensemble des facteurs d'exposition, le foie étant ici un bel exemple. Vous voyez des virus, des médicaments, des expositions à la pollution, l'alcool, etc. Enfin, il y a toute une série. Et l'intérêt, c'est d'avoir une vision assez générale et d'étudier l'interaction d'ailleurs entre ces différents facteurs.
Alors, il y a à l'INSERM des programmes d'impulsion pertinents. Donc, il y a un programme d'impulsion sur l'exposome. Un programme d'impulsion, c'est un programme financé par l'INSERM qui implique un certain nombre d'unités. En gros, c'est 1 500 000 €, mais donc il y a beaucoup d'unités, ça ne fait pas énorme à l'échelle, mais vous avez un programme assez complet. Je vais peut-être passer à la deuxième, où vous allez voir. Donc, ça va à la fois des facteurs sociaux qui impliquent donc ensuite l'exposome, donc les expositions qui vont déterminer l'exposition. Donc là, vous avez énormément de données. Donc, il est très important qu'il y ait en tout cas un work package sur l'analyse des données, ce qui se passe à l'intérieur, les mécanismes biologiques, l'interaction entre différents types d'exposition pour pouvoir expliquer les pathologies. Voilà un schéma global. On ne règle pas ça avec 1,5 million, mais c'est de l'impulsion. Donc, c'est pour aller voir ailleurs et ensuite faire mieux ultérieurement. Alors, la crise climatique est évidemment un point majeur, donc, on en a parlé tout à l'heure, qui nous intéresse. Voilà un schéma à peu près classique où vous avez la plupart des facteurs associés à la crise climatique, donc la chaleur, c'est une exposition physique. Ensuite, l'aspect plus biologique, infectieux, les pollens, toujours la biologie, la pollution, l'ozone notamment, les phénomènes extrêmes, et on en a vu là en Valence, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis l'aspect un peu stress mental, l'anxiété. Donc, ce que j'apporte dans ce schéma, c'est l'impact sur différents types de pathologies que vous voyez en bas. Et surtout, ce qui nous manque, c'est l'intermédiaire. C'est là qu'entre ces expositions et les pathologies, réellement bien comprendre tous les médiateurs biologiques. Donc, en France, on étudie un certain nombre de ces facteurs. Il y a pas mal d'études sur la chaleur, par exemple, sur évidemment les aspects infectieux. Ça existe depuis pas mal de temps. L'allergie, enfin la pollution. On étudie un certain nombre de ces facteurs. Donc, en fait, la crise climatique, c'est une modification de l'exposome. C'est ça qui va, et de beaucoup de facteurs de l'exposome. Il y a quelque chose qui est un peu moins étudié, mais c'est la perte de biodiversité et l'impact sur la santé. C'est beaucoup moins étudié, sauf dans le cas de l'origine des infections. Et l'origine des zoonoses, là, il y a pas mal d'études. Mais là, c'est une image par des collègues finlandais qui s'intéressent beaucoup à la question, où il y a une petite différence. Ils font des approches très interventionnelles dans les écoles. Et entre des enfants qui jouent avec du plastique, où je dirais c'est très propre, mais potentiellement toxique, ou des enfants qui jouent dans la terre, et d'ailleurs dans leur étude interventionnelle, ils rajoutent un petit cocktail de bactéries bien choisi pour augmenter la diversité microbienne dans laquelle baignent ces enfants. Bon, c'est peut-être un peu plus sale, mais peut-être, au fond, c'est peut-être quelque chose de plus sain. En fait, l'idée, c'est la relation entre la perte de biodiversité et l'apparition de pathologies comme des allergies, des maladies auto-immunes. C'est une hypothèse qui existe depuis pas mal de temps. Il y a eu des démonstrations épidémiologiques entre la Finlande et la Russie qui sont intéressantes, mais maintenant, on passe à des médiateurs, que ce soit immunologiques ou épigénétiques. Et je trouve que ce n'est pas assez étudié dans le pays. Il va falloir quand même faire un effort dans ce domaine. Un autre exemple de cette santé planétaire, c'est ce qu'on appelle les nano et les microplastiques. Vous connaissez tous l'affaire, c'est quand même produit par l'homme, c'est envoyé dans la nature, notamment dans les océans. Les petits poissons, ils adorent ça. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ils en mangent. Et puis nous, on mange des poissons et du coup, ça revient finalement chez l'homme. Et donc, cet aller-retour est typique de ce qu'on doit vraiment concevoir actuellement à l'échelle planétaire. Il y a un programme d'impulsion financé par l'INSERM sur le changement climatique qui ne touche pas l'aspect atténuation. Ce n'est pas le boulot de l'INSERM, c'est plutôt le boulot d'autres institutions et on essaie de travailler avec eux pour aller plus loin dans ce domaine, mais qui touche l'impact biologique de la chaleur, par exemple, et l'impact populationnel de la chaleur. Et donc, vous avez ici une liste des projets qui sont financés, beaucoup sur l'impact de changement climatique ou de la chaleur sur soit les infections, soit la vie dans une ville et l'impact sur un certain nombre de maladies neurodégénératives ou sur la période périnatale. Enfin, il y a différents projets qui couvrent cet aspect d'adaptation et d'impact sanitaire du changement climatique. Et pour terminer, je me suis livré à un petit exercice sur finalement l'exposome et l'intelligence artificielle au lit du malade, parce qu'in fine, en quoi on peut utiliser ça en pratique clinique. Et je pense qu'il y a moyen de le faire. Il y a des gens qui sont un peu sceptiques, mais malgré tout, il y a quand même moyen de le faire, parce que
je sais que nos médecins sont extrêmement occupés et qu'ils ne vont pas avoir le temps de passer une demi-heure avec un patient pour l'interroger surtout, mais avec quelques notions relativement simples. Où est-ce qu'on vit? Donc la géolocalisation de l'endroit où on vit, on peut avoir beaucoup d'informations sur notamment est-ce qu'il y a de la pollution là où on vit, est-ce qu'il y a du bruit, c'est peut-être. Mais on a une carte des bruits maintenant assez fine dans certains endroits, donc on peut aussi avoir cette impression. Est-ce qu'il y a des espaces verts à côté, donc plus de chances d'aller bouger, etc. Beaucoup d'informations juste simplement par la géolocalisation, par l'adresse. Où est-ce qu'on travaille? C'est aussi, on peut avoir des matrices d'exposition. Quel type de transport on prend? Quelle alimentation? Donc ça, c'est un questionnaire. Donc c'est relativement, c'est la personne, des patients ou l'individu qui peut le remplir. Les comportements en général. Avec ça, je crois qu'avec un bon algorithme, on peut en déduire, pas tout de suite. On peut déduire alerte ou pas alerte, peut-être. Je veux dire, Et l'idée, c'est que, bon, si pas alerte, tout va bien, mais si alerte, on peut aller un peu plus loin et on a des capacités de faire des profils extrêmement détaillés, comme je vous l'ai dit, sur les expositions, qu'on peut associer d'ailleurs à un profil génomique. Il ne faut surtout pas séparer l'exposome du génome. On a maintenant la capacité de faire des profils et il y a toute une série de gènes qui influent sur l'exposome et inversement d'ailleurs. Et donc, voilà, on peut donc avoir une idée un peu plus détaillée et passer à des mesures de prévention vis-à-vis de ces individus ou de ces patients. Je dois ajouter que la prévention, ce n'est pas uniquement individuel, ça ne peut pas être uniquement individuel, ça l'est aussi, mais pas uniquement. La responsabilité des pouvoirs publics, elle est grande aussi. Et donc, c'est une conjonction de la prévention à un niveau global, général, politique, mondial, j'espère. Et puis, au niveau individuel aussi, on peut faire. Et on espère que cette notion d'explosion va arriver dans les cabinets de consultation et au lit du malade. Avec ça, je vous remercie. Merci Robert pour ce magnifique exposé. Merci Robert pour ce magnifique exposé. Je pense que c'est toujours important pour la prévention. Je dis souvent, c'est juste un tout petit commentaire en fait. C'est prendre conscience. Moi, je voulais rajouter un truc qui m'a complètement bluffé. C'est les micro-particules de plastique dans les plaques d'athérome. Ouais, tu en parles. Ça, c'est un truc dingue. Donc, d'abord prendre connaissance, deux, mesurer. Ouais, il y a un truc que j'ai dans la tête depuis longtemps, c'est faire un toxiscore, quoi. Un toxiscore au quotidien, parce que mesurer, l'automesure en particulier, je pense qu'elle est incitative, et puis après changer les pratiques, et c'est plus difficile, quoi. Donc il y a encore un peu de boulot, mais mille merci, et je pense qu'il faut s'allier pour... Et Exposome France Exposome est un formidable exemple, hein, et c'était bien d'avoir cité son ranking, en fait. Hein. La France est pas beaucoup de domaines où on est... en Europe, on est number one. Hein, enfin, ouais, mais il faut y rester, Merci en tout cas. Plaisir d'accueillir pour la deuxième grande partie qui va être consacrée à la pédagogie et à la formation avec Marine et Laurent. Donc Marine, on la présente même plus. Hein. Plaisir de te présenter quand même à ceux qui ne te connaîtraient pas, Marine. Hein. Tu as été le maillon déterminant. Toute petite dans ta formation interne et chef de clinique, déjà, tu as pris ton bâton de pèlerin et j'ai eu le plaisir de partager cette mission avec toi, d'essayer de construire la première en formation en santé environnementale pour nos étudiants en médecine, hein, et on te doit beaucoup de cette énergie-là. Et je suis très heureux que tu puisses continuer dans une nouvelle mission. Alors, tu n'es plus rhumatologue, plus tout à fait, mais santé pub, et c'est très bien. Et merci Marine pour ta présentation. Bonjour à toutes et tous, merci aux États généraux de l'invitation. Je suis donc le docteur Marine Sarfati, rhumatologue de formation, actuellement AHU en santé publique aux Hospices civils de Lyon. Et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la formation des étudiants en santé à la médecine et à la santé environnementale. Donc tout d'abord, pourquoi vous parlez de cette thématique? Pourquoi cette thématique pour les étudiants? Le Lancet avait déjà dit il y a 15 ans que l'une des plus grandes menaces pour la santé du XXIe siècle était le changement climatique. Donc je pense que c'est une thématique qui est pertinente pour des étudiants en santé. Par ailleurs, le Lancet a aussi fait une étude il y a quelques années sur les facteurs environnementaux de décès, donc par exemple les accidents de la route, la malnutrition, le tabagisme. Et en fait, en première position, on retrouve la pollution, toutes causes confondues, donc pollution eau, air, sol, pollution chimique aussi, 9 millions de morts par an, plus que le tabagisme, plus que le sida, la tuberculose ou le paludisme réunis. Je pense que c'est intéressant pour les étudiants en médecine qui vont arriver
demain dans leur poste de savoir tout ça. Par ailleurs, on l'a vu juste avant, le système de soins participe lui-même au changement climatique et à toutes sortes de pollutions. Au niveau donc, national, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, c'est à peu près 5%. Donc, pour toutes ces raisons, il me semblait que c'était intéressant que les étudiants en médecine soient formés à cela. Et moi, personnellement, j'étais à Paris 7 quand j'étais externe, je n'avais pas eu d'enseignement sur ces sujets-là. Je me suis demandé si c'était juste local ou si c'était une problématique plus nationale. Et donc, j'ai rejoint, il y a 4 ans maintenant, j'avais rejoint le Shift Project, chef de projet pédagogie et formation, pour savoir ce qui existait comme formation sur ces enjeux-là. J'ai fait une enquête quantitative et une enquête qualitative. Sur l'enquête quantitative, je suis partie interroger des étudiants, 3300 étudiants en santé en France, dont la moitié d'étudiants en médecine, pour savoir ce qu'eux, ils en pensaient, et faire un état des lieux de ce qui existait déjà. Il y avait en fait un déséquilibre entre une forte demande des étudiants à être formés à ces sujets-là, qui contrastait avec une faible offre de la part des universités et des instituts. Pour comprendre ce déséquilibre, j'ai ensuite interviewé des personnes clés du domaine de la santé, donc la conférence des doyens des facultés de médecine, les écoles de santé publique de Rennes, le HESP et de Bordeaux, et des personnes clés du ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur. Les réponses étaient unanimes, il y avait une vraie volonté de monter les enseignements sur ces sujets-là, et comme on vous l'a rappelé avant, on a été aidé puisqu'à ce moment-là, il y avait le rapport Jouzel qui est sorti en février 2022. C'est un rapport interministériel qui dit que tous les étudiants du supérieur doivent aujourd'hui être formés au sujet de la transition environnementale. Et donc, on a monté ce module pédagogique de médecine et santé environnementale. Étant donné l'ampleur du sujet, on souhaitait qu'il soit obligatoire, donc on a fait un module qui soit court pour pouvoir être intégré dans les programmes, et pour pouvoir le diffuser plus largement possible, on a fait un module numérique, donc on reparlera après de cette modalité. Donc le module fait 6 heures de vidéo, réparties en une vingtaine de vidéos de 15 minutes chacune, destinées aux étudiants les plus jeunes, 2e ou 3e année de médecine, qui est une véritable introduction à la médecine et santé environnementale, qui est devenue obligatoire à partir de la rentrée dernière et qu'on voudrait bien sûr étendre aux autres filières du soin, dentaire, maïeutique, etc. Donc on l'a mis en place avec les doyens respectifs de Lyon et de Strasbourg, professeur Gilles Rode et professeur Jean Sibilia, que je salue et que je remercie. Dans le comité pédagogique, j'étais entourée d'un collègue chercheur écologue de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne U, et on était aussi entouré d'étudiants pilotes de Lyon et de Paris pour bien vérifier que le module correspondait à leurs attentes. Au niveau du programme, le module est divisé en 4 blocs. Je vais revenir rapidement sur les 2 premiers blocs. Donc on va parler aux étudiants, comme on en a parlé ici, des différentes approches de la santé et du lien entre limites planétaires et santé humaine. Donc, les limites planétaires, ce sont des limites qui sont définies, qu'il ne faut pas dépasser pour garantir la durabilité de la vie humaine sur Terre. Elles ont été conceptualisées par un groupe de chercheurs au Stockholm Resilience Center en 2009. Et donc, vous avez effectivement le changement climatique, mais on a aussi la biodiversité, le changement d'utilisation des sols avec la déforestation, l'urbanisation, le cycle de l'eau douce, les perturbations des cycles de l'azote et du phosphore. Ça, c'est l'agriculture intensive avec l'utilisation d'engrais chimiques assez intensive, et les nouvelles pollutions chimiques, on en a un petit peu parlé, avec perturbateurs endocriniens, pesticides. Donc là, je vous ai cité 6 des 9 limites planétaires, et c'est celles qui sont déjà dépassées malheureusement. Et on peut le comprendre assez facilement que chacune des limites planétaires va avoir un lien négatif avec la santé humaine. On vous a parlé là tout de suite du lien entre changement climatique et santé humaine. Perturbateurs endocriniens, pesticides et santé humaine, il y a bien sûr un lien délétère. Si on prend perte de biodiversité, déforestation, je rajoute 2-3 ingrédients et on arrive très vite à une pandémie. Donc il y a un lien entre chacune de ces limites planétaires. Par exemple, dans le module, c'est ce qu'on a voulu faire comprendre aux étudiants, et on a fait venir par exemple Marc-André Sellos, qui est un spécialiste de la biodiversité des sols, pour faire comprendre aux étudiants le lien entre biodiversité des sols et santé humaine. Et donc la nécessité d'aller vers des approches de la santé qui soient moins anthropocentrées, moins centrées sur l'être humain, donc comme par exemple l'approche One Health, qui réunit les santé humaine, animale et environnementale. Il y a plusieurs approches, on en a parlé dans cette présentation. Il y a aussi l'approche santé planétaire qui prend en compte toutes ces limites planétaires avec une dimension plus sociale, économique.
Donc voilà pour les 2 premiers blocs. Sur le 3e bloc, on prenait un peu de recul pour parler de philosophie de l'environnement, parler du principe de précaution, lien de causalité. Et dans le bloc D, c'était un bloc qui était particulièrement réclamé par les étudiants. Une fois qu'on a fait tous ces constats, que peut-on faire en tant que citoyen, mais aussi en tant que futur soignant? Et à chaque fois, on a essayé de traiter 2 échelles. L'échelle technique, on réduit notre empreinte environnementale à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'hôpital, vous le verrez aussi juste après avec l'éco-conception de soins, mais aussi essayer d'arriver à plusieurs propositions d'avenir souhaitables et soutenables au niveau citoyen et aussi au niveau de la santé. Pour moi, le mot-clé, ce serait quand même la prévention dans tout ça, puisque si une personne n'est pas malade, elle ne va pas consommer de soins, bien sûr. Dans le module, on a adopté plusieurs visions. Une vision systémique, vous voyez, tout ça, c'est très complexe. Les limites planétaires, là, je ne l'ai pas mis, mais elles sont interconnectées entre elles. Donc, on a besoin d'une vision systémique. On a besoin de cette vision désanthropocentrée, comme je disais. Une vision évolutive, nuancée et transdisciplinaire et multi-échelle, du local au global et de l'individuel au collectif. Et je pense que ce sujet, c'est un peu sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il est très complexe à comprendre. On a besoin de beaucoup de choses pour le modéliser, mais la force de ce sujet, c'est c'est la multidisciplinarité, on le verra juste après. Et nous, on a fait appel dans le module à une trentaine d'intervenants et intervenantes partout en France, des médecins, des biologistes, un paléontologue, des ingénieurs, docteurs en sciences politiques, en sciences sociales, pour nous parler de tous ces sujets. Je pense qu'on a besoin d'être multidisciplinaire dans ces approches. Comment le module se présente? C'est un module, comme je vous ai dit, numérique, clé en main pour les facultés. En fait, il se fait sur l'UNES. L'étudiant va se connecter. Il va faire, et je vais y revenir après, un questionnaire d'introduction, il n'y a pas de notes, c'est juste pour savoir un peu ses connaissances et ses comportements vis-à-vis de ces sujets-là. Ensuite, il va faire les vidéos de bloc introduction. Après chaque vidéo, il y a des QCM. Il faut qu'il ait bon au QCM pour passer à la vidéo suivante et ainsi de suite. Et il fait le questionnaire de fin et il a l'attestation de réussite qui est plutôt une attestation de validation du module. On y reviendra après, c'est peut-être une faiblesse aussi, qui n'est pas une vraie évaluation contraignante. Voilà comment se présente le module. Soit vous avez le présentateur avec sa diapo, soit on a fait sur fond vert avec des animations et on s'est entouré d'un artiste contemporain pour notre identité visuelle. Donc le bilan, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a commencé à le déployer. Le déploiement est en cours sur l'ensemble des 36 facultés de médecine de France. À ce jour, on a quand même déjà 20 facultés qui le proposent, avec beaucoup d'étudiants qui l'ont déjà passé entre l'année dernière et cette année, avec une majorité de tout numérique, c'est ce qui avait été prévu initialement, et certaines facultés l'ont quand même fait en hybride, c'est-à-dire des sessions en amphi et des sessions à la maison chez les étudiants en numérique. Je pense que c'est ce qui est souhaité. On a, suite au module, développé en fait un réseau, le réseau RUSE, Réseau Universitaire Santé-Environnement, avec une personne désignée par fac pour porter ces thématiques, un enseignant-chercheur, pour porter ces thématiques de santé environnementale et d'enseignement dans sa fac. On a tous et toutes constaté qu'il y avait un inconvénient du tout numérique, avec des étudiants qui n'étaient pas forcément, finalement, même s'ils étaient intéressés par ces enjeux, motivés, qui finissaient le module en un temps trop rapide, donc c'est-à-dire qu'ils bâclaient sûrement les vidéos. Et donc, on s'est dit, comme recommandation, que ce serait pas mal de passer peut-être à de l'hybride. On encourage fortement tous les enseignants à essayer au moins de faire une conférence introductive, d'expliquer pourquoi on fait ce module. Dans l'idéal, une conférence aussi au milieu et à la fin, pour faire vraiment le plus d'hybride possible. Dans un monde idéal des TD, par exemple, nous à Lyon, on a 600 étudiants par promo, donc ce serait un peu compliqué de faire des TD. On n'a pas assez de profs. Et peut-être aussi revoir le mode d'évaluation en faisant peut-être une évaluation plus contraignante. Je vais vous présenter aujourd'hui des résultats très préliminaires du questionnaire qu'on a fait passer aux étudiants. Donc je vous ai dit, ils se connectaient, ils passaient un questionnaire pour savoir quelles étaient leurs connaissances sur ces sujets-là, mais aussi leur comportement, est-ce qu'ils avaient de l'éco-anxiété. Et ils passaient à peu près le même questionnaire à la fin, et donc on a évalué avant-après pour voir si le module avait eu un effet. Je vous présente aujourd'hui, c'est très préliminaire, c'est que sur la partie connaissance que j'ai les résultats et que sur certaines facs. Donc je vous ai mis un exemple de question pour vous montrer que c'était pas très compliqué. Il fallait juste avoir regardé le module. Donc là, quelle est là où les réponses justes? L'approche One Health met en lien la santé humaine, environnementale et animale. La santé humaine n'a pas de lien avec la santé des écosystèmes. Près de 20% ou près de 70% des maladies humaines infectieuses ont une origine animale. Donc si vous avez écouté la présentation
voilà, la réponse A est bonne pour l'approche 1L, c'est pas très compliqué. Et effectivement, 70% des maladies humaines infectieuses ont une origine animale. C'est quelque chose qu'on a dit et redit dans le module, donc c'est pas très compliqué non plus pour les étudiants. Il faut juste l'avoir regardé. Donc voilà, une quinzaine de questions comme ça, sur des sujets divers et variés sur les vidéos. Et à la fin des 15 questions, enfin, chaque question était notée sur une, et donc on a fait la somme. Donc on évalue avant-après. Donc là, c'est les résultats préliminaires. On a pris Brest, Clermont-Ferrand, Paris-Cité, Rennes et Saint-Étienne. L'année dernière et cette année, je crois, on a quand même un total de 1100 étudiants qui ont fait le module. Donc avant de faire le module, sur l'ensemble des connaissances, ils avaient 0,46 sur 1, donc moins de la moyenne. Et après le module, ils sont passés à 0,57, soit un écart de moyenne de 0,11, ce qui est pas mal, surtout qu'on est très significatif avec un T de student à presque 20 et 3 étoiles de significativité. Donc c'est quand même encourageant, ça veut dire que pour ceux qui ont fait le module sérieusement, ils ont quand même appris des choses. On attend de voir les autres résultats sur les échelles comportementales. Est-ce que oui ou non l'étudiant va changer après son comportement après ce module? Est-ce qu'il est plus ou moins éco-anxieux après le module? C'est intéressant de le savoir. On va encore travailler, on travaille avec un chercheur en psychologie sociale sur toute cette étude. Donc, nous, on a déployé le module pour les facultés de médecine. Bien sûr, c'est souhaité qu'il soit déployé pour les autres filières de santé, dentaire, maïeutique, kinésithérapie, etc. C'est fait de manière éparse un peu partout en France, mais il n'y a pas de choses nationales qui soient faites pour l'instant, en tout cas à ma connaissance. On voudrait aussi le proposer, et c'est déjà fait pour le coup, à la formation continue. Donc, le CNFPT, c'est la fonction publique territoriale, et aux professionnels de santé en exercice. Eux, ils peuvent se former en se connectant simplement sur Inès Formation Libre, et le MOOC est aussi sur FunMOOC en fait. Et bien sûr, on aimerait, donc ça c'est vraiment une introduction à la médecine et santé environnementale, on aimerait qu'il y ait d'autres modules plus spécifiques qui soient faits pour les étudiants selon les filières, donc là en médecine en l'occurrence, on aimerait bien en développer via le réseau RUSE, mais vous allez voir, il y a déjà un petit frère du module qui est né, Laurent Zileskevitch va vous en parler juste après, on en est ravis, on espère qu'il y aura d'autres initiatives dans ce sens. Je finirai ma présentation pour vous parler des piliers de l'enseignement en santé durable, tels qu'ils ont été définis par l'AMI, qui est l'Association internationale de pédagogie en santé. Donc, quand on est en santé durable, on est pluridisciplinaire. Je vous l'ai dit, on a besoin des forces et des savoirs des uns et des autres pour pouvoir comprendre la complexité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est systémique, donc il y a beaucoup d'interactions. On ne peut pas voir le monde comme une interaction linéaire. Hein, c'est des interactions qui sont assez complexes. Participatif, on essaye de faire participer un maximum les étudiants et les étudiantes pour les inclure en fait au projet. Et interactif, je crois que l'approche très descendante d'un cours magistral en amphi, c'est bien, mais il faut aussi varier avec des approches plus interactives pour les étudiants. Et le point commun entre ces 4 composantes, c'est qu'on recrée du lien entre les personnes, et je pense que c'est important plus que jamais aujourd'hui. Et je finirai ma présentation sur cette note. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marine, merci pour toute l'énergie que tu mets, hein. Vraiment, c'est assez bluffant. Et je profite de passer aussi le relais de l'information parce que je sais qu'il y a des collègues pharmaciens, des amis pharmaciens odonto. J'en connais au moins un, mon ami Richard qui est dans la salle, donc il faut absolument que voilà, les pharmaciens et les odontos se saisissent aussi de cette formation. Et puis au-delà, j'ai vu aussi quelques collègues, on a parlé de francophonie à plusieurs reprises. Je pense que c'est très important. Il y a des collègues de la francophonie qui sont encore dans la salle. Notre nouveau président d'ASTIDMEF, qui vient d'être élu, Marc Braun, on va motiver Marc pour porter ce message-là au sein de l'ASTIDMEF avec Jean-Luc Dumail, avec tous les amis de l'ASTIDMEF, parce que c'est aussi, je veux dire, la systématisation du message est majeure, en particulier dans nos pays amis de la francophonie. Il y en a plus de 100 au monde, donc il faut passer ce message-là aussi entre nous. Donc merci, tu peux déjà passer le message. On va finir par la dernière présentation. Laurent, qui est universitaire à Marseille et qui s'est lancé en fait avec Julien Potière, strasbourgeois, qui est mon vice-doyen 3e cycle. Laurent et Julien se sont lancés en fait dans un exercice de style qui est, je crois, fondamental, et
Il y a un adage très simple qui est charité bien ordonnée commence par soi-même, toujours par soi-même. C'est l'occasion de le rappeler, et que l'exemplarité du domaine de la santé, par une éco-responsabilité de notre organisation et de nos outils de soins, est une bonne façon de donner cet exemple-là. Et je vous félicite et vous remercie tous les deux, toi Laurent et Julien, de porter ça dans un ETU, enfin un enseignement maintenant, c'est un enseignement partagé. Tu vas nous rappeler le contenu, le concept et le contenu, mais je te remercie pour le travail qui a été réalisé. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on va parler de cette ETU éco-conception des soins. Donc, déjà, c'est quoi l'éco-conception des soins? Pourquoi un tel module et comment aller plus loin? Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt et bien sûr, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont permis de mettre en place cette ETU. Et on va commencer donc par le rationnel. Alors, le rationnel, vous l'avez déjà entendu 2 fois. Je vais vous le dire une 3e fois, mais très rapidement. Mais bon, premièrement, première menace de santé publique, quand on est soignant, on ne peut pas l'ignorer. Marine vous l'a dit, la pollution, c'est 7 à 9 millions de morts, c'est à peu près 4 à 5 fois plus que le Covid en 2020. Hein, donc, ça n'a jamais été vu. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, et que vous n'avez peut-être pas vu passer, et qu'il faut voir passer, c'est ça. Donc ça, c'est un message fort. Ça, c'est un éditorial commun en 2021, il y a eu le même en 2023, publié dans 146 revues médicales. J'ai bien dit médicales, ce n'est pas des revues de climat. Ce sont des revues médicales qui vous disent qu'il faut absolument lutter contre le réchauffement climatique, le changement climatique, lutter contre la pollution et lutter contre la perte de la biodiversité. Ça, c'est 148 revues de médecine, dont le New England, le JAMA, le BMJ. Et donc j'insiste parce que si vous avez un jour quelqu'un qui vous dit « ce n'est pas de la médecine » ou « ce n'est pas de la science », parce que ça arrive, vous lui dites les éditeurs en chef du Lancet, du New England, du JAMA, eux, ils pensent que c'est de la médecine et eux, ils pensent que c'est de la science. Donc normalement, ça devrait faire réfléchir votre interlocuteur. Donc pollution et climat sont liés, ça a les mêmes causes, la pollution de l'air et le changement climatique. En fait, vous brûlez des énergies fossiles, ça fait des microparticules, des NOx et des gaz à effet de serre. Et quand vous luttez contre l'un, vous luttez contre l'autre et vous avez des co-bénéfices en termes de santé. Donc tout ça, ça vous explique pourquoi il y a le module de santé environnementale et pourquoi Marine vous a montré que tous les soignants devaient être au courant de ça. Le deuxième élément, qui a été un tout petit peu abordé tout à l'heure et très bien abordé tout à l'heure par Baptiste, c'est que paradoxalement, nous soignants, on pollue et on pollue plus que de raison. Alors bien sûr, le seul soin qui ne pollue pas, c'est celui qu'on ne fait pas, et l'hôpital, ça polluera tout le temps, les soignants pollueront tout le temps, mais on n'a pas le droit de polluer plus que ce qu'on devrait faire. Donc on l'a vu, on pollue beaucoup en termes de gaz à effet de serre. Pour faire un autre comparatif, l'hôpital, c'est autant que l'aviation. En France, l'hôpital émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation. Mais en fait, l'hôpital pollue beaucoup plus que l'aviation, parce que l'hôpital pollue aussi les sols, avec notamment les médicaments, les eaux, et l'hôpital est responsable d'une très forte pollution plastique, 700 000 tonnes par an. Et on en a un tout petit peu parlé dans l'exposé avant, c'est très intéressant, parce que le plastique, on va beaucoup en parler dans les prochaines années. C'est probablement une menace qui est actuellement sous-estimée. Mais en fait, on sait que, on le prend par ingestion, inhalation ou contact dermique. Et en fait, en médecine, il commence à y avoir des arguments pour dire que nos cathéters veineux et les coronarographies, etc., ça met aussi du plastique directement dans le sang. Ça passe ensuite la barrière finalement de tous les organes. Il n'y a pas un seul organe qui est épargné, on va le voir après. Et ensuite, au niveau intracellulaire, ces micro- ou nanoparticules plastiques vont agir au niveau de la mitochondrie, être responsables d'un stress oxydatif, d'une inflammation et surtout de dégradation, de la mort des cellules et donc de cancer. Il y a énormément de signaux d'alerte dans Science, dans Nature Medicine, et donc on va en reparler plus tard. Et donc, on commence à détecter des nanoparticules plastiques dans des endroits qu'on ne pensait pas, dans les plaques d'athérome, donc carotidiens, ça a été évoqué tout à l'heure, avec une association, une augmentation du risque d'AVC, une augmentation du risque d'infarctus. On en a retrouvé récemment dans le cerveau, donc ça passe aussi probablement par inhalation, par la muqueuse nasale. Et il y a une étude en préprint qui montre qu'on en retrouve plus dans les cadavres des patients, dans le cerveau des cadavres des patients qui avaient des démences, et qu'on en retrouve plus en 2023-2024 qu'on en retrouvait en 2015, 2016, etc. Donc on est face à une menace qui est émergente à définir dans les prochaines années. Mais ce qu'on doit nous bien comprendre, c'est que ces mêmes revues scientifiques les plus importantes nous disent « mais notre plastique à nous, il compte aussi ». Ce n'est pas parce qu'on est soignant qu'on doit exclure en fait
notre plastique des efforts. Et ça a été dit par les plus grandes revues, ça a été dit donc par le Lancet, ça a été dit par le JAMA. Et ce que les nouvelles générations de soignants doivent comprendre, c'est qu'on est face à un nouveau risque. Et donc l'adage qui était de dire je mets des gants ou je mets un masque, si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Aujourd'hui, dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque, ce n'est plus vrai. Si ça ne fait pas de bien, on sait que ça fait du mal. Donc on doit repenser un peu notre façon de faire, comme on l'a fait avec les antibiotiques. Quand on disait finalement je mets Thiénam et vancomycine à tout le monde, si ça ne peut pas faire de bien, ça ne peut pas faire de mal. On a très vite compris que si ça ne faisait pas de bien pour le patient, ça faisait du mal. De la même façon, avec le plastique, on doit former les nouvelles générations, notamment avec le tout usage unique, à ces notions et à ces nouveaux rapports bénéfice-risque, puisque nous, soignants, nous avons prêté le serment de ne pas nuire en premier. Donc c'est un peu une obligation éthique, cette ETU. C'est aussi de plus en plus une obligation finalement administrative, législative, puisque l'OMS, par exemple, commence à dire qu'on doit décarboner nos systèmes de santé. Il y a la feuille de route du ministère de Santé sur la transition écologique du système de santé. Donc ça commence à devenir quelque chose de réglementaire. Il y a aussi l'HAS qui va muscler un peu la partie développement durable dans sa prochaine certification. C'est en train d'être implémenté de plus en plus. Il y a la FHF qui a fait les 50 propositions, etc., etc. Donc une obligation un peu éthique et une obligation de plus en plus réglementaire à faire de l'éco-conception des soins. Alors l'éco-conception des soins, qu'est-ce que c'est? L'éco-conception des soins, c'est uniquement apprendre aux soignants de demain à soigner aussi bien, donc à soigner aussi bien. Si un traitement est moins bon, il n'y a pas d'éco-conception des soins, on n'en parle pas. Quand on a deux alternatives qui sont équivalentes, et il y en a beaucoup en médecine, qui sont équivalentes en termes d'efficacité, eh bien, avant, on faisait des études pharmaco-économiques. Aujourd'hui, on va faire des études pharmaco-écologiques également. Et donc, on regardera quelle est la technique qui marche aussi bien, mais qui est moins impactante sur le plan environnemental. Et il y a des choses très simples à faire passer à nos enseignants. La première des choses, à nos étudiants, pardon, mais à nos enseignants aussi. La première des choses, c'est chaque fois que vous pouvez donner des médicaments Péros. Et quand on demande aux étudiants, c'est quoi le mieux, c'est Péros ou IV? Ils répondent tous IV. Non. Donc il y a des fois où l'IV a une meilleure absorption, une meilleure biodisponibilité, mais à chaque fois que la biodisponibilité est équivalente, il faut toujours privilégier le Péros. Ça coûte 10 fois moins cher, à 30 fois moins cher, ça dépend bien sûr des médicaments, et ça pollue 10 à 50 fois moins. Ça pollue 10 à 50 fois moins en termes d'émissions de CO2, et ça pollue aussi beaucoup moins en termes de plastique. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on prescrit un truc IV sans faire attention, nous, l'infirmière, elle ouvre une tubulure, elle ouvre une seringue, elle ouvre un trocar, etc. Et puis en plus, il y a peut-être, par nos cathéters, du plastique qui passe dans les veines. Ça, c'est un premier exemple. Donc l'IV, c'est moins bien que le Péros. Mais il y a encore pire que l'IV, c'est l'inhalé. Baptiste a montré tout à l'heure avec les aérosols. Nous, en anesthésie, on a les gaz halogénés, on a le protoxyde d'azote. Et là, on a deux techniques pour endormir les gens qui sont équivalentes, mais il y en a une qui émet 20 fois plus de CO2. Si on extrapole à l'échelle européenne, ça fait 1 700 000 tonnes, 1 700 000 allers-retours à New York en avion, en moins pour la même efficacité. Donc on peut finalement enseigner des choses très simples à nos étudiants. Donc la forme de cette ETU, ça a été quelque chose de très simple. C'est vraiment sans prétention. Ce sont des PowerPoint de 20 minutes. Il y a 5 briques de 20 minutes. Ce sont des vidéos PowerPoint. Voilà, très simple. La qualité, on espère qu'elle est dans les orateurs. Donc, c'est 5 briques de 20 minutes qu'on a souvent divisées en deux parce qu'on sait que les étudiants ils préfèrent les cours qui sont courts, avec des orateurs qui sont reconnus dans le domaine et qui ont des spécialités et des métiers différents. La première brique, c'est ce qu'on a essayé de vous faire passer, les interactions entre l'environnement et la santé et le système de santé et l'environnement. Des espèces d'interactions dans les deux sens. Et donc, on a Laurie Marot, qui est chercheuse et qui travaille à l'école de Rennes, qui est maintenant aux États-Unis actuellement. On a Marine, que je ne présente plus, qui nous parle de l'approche One Health. Donc ça, c'est la première brique. On a une deuxième brique qui est de dire, donc, après avoir montré l'intérêt de ce module, qui est de montrer qu'est-ce que c'est que l'éco-conception des soins, de donner des exemples, comme je viens un peu de vous le faire, et aussi d'expliquer ce que c'est qu'une analyse en cycle de vie. C'est la seule évaluation qui permet de connaître l'impact environnemental de vos techniques. Donc, les étudiants sauront ce que c'est qu'une analyse en cycle de vie, sauront ce que c'est qu'un impact environnemental. La troisième brique, c'est comment je réduis les déchets hospitaliers et comment j'essaie de les optimiser ou de les valoriser. La quatrième brique, elle va avoir un peu trait au plastique et à l'usage unique. Vous savez qu'il y a eu un shift
complet vers l'usage unique ces dernières années pour des questions financières et pour des questions de prévention et de risque zéro. Il va falloir revoir, avoir une attitude un petit peu plus balancée. Bien sûr, on ne pourra pas revenir complètement en arrière, mais il faudra réfléchir là-dessus. Donc c'est tout un cours fait par une pharmacienne, professeure de pharmacie, sur voilà, qu'est-ce que l'usage unique, le réutilisable et le reprocessing. Le reprocessing, c'est réutiliser quelque chose qui était à usage unique. Et puis, la dernière brique, c'est finalement prendre tous ces concepts-là et les appliquer d'une manière globale pour repenser le parcours de santé, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville. Donc vous voyez que finalement, les 4 premières briques, on y reviendra plus tard, mais elles sont valables pour les médecins, mais elles pourraient être valables pour tous les autres soignants. Alors, voilà quel est ce module. Donc, il est sur UNES depuis à peu près 3 ou 4 mois. Il a été aussi mis sur le site YouTube en libre accès, parce que tous les orateurs ont donné libre accès, donc sur le site de Marine et de Santé environnementale. Donc, vous pouvez aller le voir là-dessus. On va voir que on va en reparler après. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait aller plus loin. En fait, là, pour l'instant, c'est sur UNES. C'est un ETU, mais ce n'est pas obligatoire. C'est très compliqué de rendre les ETU obligatoires. Alors, peut-être qu'il faut réfléchir, si on n'arrive pas à le rendre obligatoire, à peut-être le passer au 2e cycle, finalement, ce module. Je ne sais pas, nous, on n'a pas de religion. L'important, c'est qu'il faut que ça marche. Donc, peut-être réfléchir comment faire pour aller plus loin, déjà, au niveau des internes, pour que ce module soit vraiment vu par tout le monde. Peut-être réfléchir aussi à ce que ce module, qui n'est qu'un tronc commun, soit complété au niveau de chaque spécialité. Et ça, passer par le collège national de chaque spécialité pour qu'il y ait, c'est le cas en anesthésie-réanimation par exemple, mais ça devrait être le cas aussi par exemple en néphrologie pour la dialyse, ça devrait être le cas en ophtalmologie pour la chirurgie de la cataracte. Voilà, que chaque finalement collège ait un cours dans son enseignement, éventuellement avec les sociétés savantes, en partenariat avec les sociétés savantes, voilà, pour avancer là-dessus. La deuxième façon d'aller plus loin, c'est d'étendre, de se servir de ce module, en plus maintenant il est en accès libre sur YouTube, pour les autres professions de santé en formation initiale. Les infirmières, la maïeutique, les dentistes, etc., pourraient bénéficier également de ce module qui est labellisé par la Conférence des doyens. Donc c'est quelque chose que je soumets à votre sagacité, surtout qu'il y a des facs comme la mienne, par exemple, qui couplent les médecins et les paramédicaux. Donc on pourrait se servir de ça pour faire un enseignement global. Et puis bien sûr, il n'y a pas que la formation initiale, il y a aussi la formation continue. Et c'est pour ça qu'on a mis ce module en accès libre sur YouTube et pas uniquement sur UNES. Il faut qu'on se serve maintenant de la conférence des PCME, de la conférence des DG, pour répandre et pour que ce module qui est labellisé par la conférence des doyens puisse servir de base pour former tout le monde. Donc en conclusion, la première chose, c'est déjà des remerciements pour nous avoir permis de faire cette ETU, qui était bien sûr une évidence donc, éthique, scientifique et de santé publique. Il faut qu'on réfléchisse comment aller plus loin dans la diffusion auprès des internes. Est-ce qu'on peut rendre obligatoire ou pas ? Est-ce qu'on doit le passer dans le 2e cycle ou pas ? L'étendre au sein des collèges pour que finalement, au sein de chaque collège, il faut qu'il y ait un enseignement d'éco-conception des soins spécifique à la spécialité qu'on choisit, et puis éventuellement se servir de ce support pour former les autres soignants en formation initiale et continue. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent pour ce formidable travail, hein, c'est vrai. Moi, je voulais juste faire un petit sondage dans la salle. Qui considère qu'il a vraiment appris quelque chose dans cette session-là qu'il ne savait pas ? Alors, ne le faites pas pour nous faire plaisir, mais non, mais c'est important parce que on a toujours l'impression, nous, que tout le monde sait, que c'est parfaitement diffusé, mais on est impressionné. Il y a les 3/4 de la salle qui lève la main, donc ça veut dire vraiment il faut encore passer les messages. On est pile dans les temps, Président. Il nous reste 5 à 6 minutes pour les questions, c'est les questions dans la salle. Et je passe la parole à Florence pour animer les questions de la salle. Alors, quelles sont les questions de la salle ? Merci beaucoup pour vos interventions qui sont très éclairantes. Moi, j'ai peut-être une question pour Marine et Laurent. Au fond, c'est en train de se déployer. Et donc, est-ce qu'il y a un suivi qui est prévu de ce déploiement ? C'est ma première remarque. Et deuxième, comment est-ce qu'on pourrait à terme en mesurer l'impact ? Pour moi, c'est plus facile de répondre parce que le déploiement il est en cours et en fait sur le site de l'UNES au niveau des facultés, au niveau de la formation initiale, moi je sais exactement, je tiens un tableur de quelle faculté est en train de le faire, va le faire, etc. Et après la deuxième partie sur l'évaluation,
Nous, on avait déjà prévu ça avec le questionnaire d'intro et le questionnaire de fin. Je vous ai présenté juste un résultat préliminaire, donc d'évaluer cette formation. Mais il y a peut-être... Oui, mais ça, c'est l'impact en termes de connaissances. Mais moi, j'aimerais savoir l'impact en termes d'amélioration de l'écologie. Ah. Le chiffre project va nous refaire l'impact du système. C'est difficile. D'amélioration tout de suite, je ne sais pas. Après, on a essayé de faire large sur ce questionnaire, mais est-ce que ça améliorera les médecins dans 10 ans? On l'espère, mais je ne sais pas si on pourra l'évaluer. Nous concernant, c'est moins avancé et il faudrait, en fait, pour qu'on puisse évaluer, comme le fait Marine, au moins les connaissances avant-après. Voilà ce qu'on disait, il faudrait que ce soit obligatoire, parce que là, c'est perdu un peu dans les 19 ETU, et c'est déjà génial. La deuxième étape, ça va être de l'implémenter vraiment. Voilà, donc peut-être aussi le passer en deuxième cycle, parce que c'est peut-être plus facile d'obliger les gens à faire un module au deuxième cycle, et à ce moment-là, quand il sera fait, ce sera à nous de l'évaluer effectivement en avant-après. Pour l'impact global sur le système de santé, bien évidemment, c'est une question ambitieuse. Il y a le travail du Shift Project sur finalement les émissions de carbone, parce que c'est bien sûr l'impact environnemental, c'est plus que le carbone, mais c'est déjà la chose la plus facile à faire, même si c'est très difficile. Mais ils vont peut-être le refaire, puisqu'ils se sont fixés des objectifs. Vous êtes fixé des objectifs en 2030, etc. Donc, si on peut retravailler avec eux. Après, on peut faire au niveau des CHU. Les CHU doivent faire leur bilan carbone aussi. Donc, on peut regarder finalement. On pourrait regarder, c'est une bonne idée, dans les prochaines années. Alors, les CHU ne font pas tous les ans leur bilan carbone, mais on pourrait regarder dans 5 ans si le bilan carbone des CHU a diminué. Voilà. Et on pourrait peut-être le corréler. Merci beaucoup, Théodore Engoulevent à Tours. Merci pour ces présentations passionnantes. Vous avez cité la cardiologie, les plaques d'athérome, les cathéters. Il y a des initiatives dans certains CHU pour recycler notamment les cathéters, par exemple, pour l'électrophysiologie, entre autres. Est-ce que vous avez fait une cartographie de toutes ces initiatives dans les CHU pour essayer de réduire les déchets? Et est-ce qu'il y a aussi, donc première question, deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau politique pour autoriser le recyclage, ce qui n'est pas du tout évident? Voilà, 2 questions. Alors, c'est une bonne question. On parlait plutôt du reprocessing plutôt que du recyclage. Hein, voilà. Donc, le reprocessing, oui, il y a une expérimentation qui est autorisée en France. Donc, le reprocessing, c'est quelque chose qui était prévu pour être à usage unique, un dispositif invasif qui était prévu pour être à usage unique, qu'on va réutiliser soit pour le même patient, soit pour un autre patient. Donc, c'est utilisé notamment en cardiologie pour les cathéters d'ablation, de fibrillation auriculaire, de troubles du rythme, etc. En plus, il y a un rationnel économique et c'est aussi fait avec des métaux rares. Donc, il y a vraiment un bon rationnel pour ça. C'est autorisé aux États-Unis, en Allemagne, c'est pas autorisé en France. Il y a un processus d'expérimentation qui est autorisé en France. Il y a donc un appel d'offres, là, je crois, et on pourra, oui, savoir quels ont été les sites retenus. Je ne sais pas si ça a été décidé ou pas, c'est pas vraiment ma spécialité, mais on va savoir quels sont les sites retenus pour expérimenter ça en France. Et à l'issue de cette expérimentation, il y aura une nouvelle réévaluation de savoir si on l'autorise ou pas en France. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Il y aura la cartographie dans le cadre de cette expérimentation. Voilà. Et juste pour apporter un complément, il y a l'ANAP qui met à disposition un recueil d'initiatives qui n'est pas exhaustif de ce qui se passe à l'échelle des différents établissements hospitaliers et médico-sociaux. Et sinon, nous au Shift, on est également en train de publier un nouveau rapport dans les prochains mois sur les dispositifs médicaux et médicaments, où on aura des nouveaux résultats. Donc c'est en cours de parution et en développement. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui est partie. Stéphane Zuili, Nancy. Merci beaucoup pour la session. Un sujet extrêmement important qui est d'ailleurs bien présent dans les veines, les artères des jeunes générations qui le ressentent, je pense, de manière plus présente que d'autres. Mais en tout cas, j'ai une question. J'ai eu à organiser le congrès de ma société nationale. J'étais très content. Merci, Dr Sarfati, d'avoir pu participer. Je discutais avec 2 climatologues, dont Christophe Cassou, qui est premier auteur du groupe 1 du GIEC, et Kevin Jean de l'ENS sur santé-climat. Il me racontait qu'ils n'avaient pas de levier pour faire des changements de politique publique pour la réduction et l'objectif de tonnes, et qu'ils avaient dit que le seul levier qu'ils avaient, en tant que climatologue et pour la formation des hauts fonctionnaires, c'était le co-bénéfice santé-climat.
Il me disait, voilà, je pense que vous êtes notre levier qui nous permettra de dire, bah tiens, voilà, quand il y a moins de pollution pendant la pandémie Covid, il y a 30% d'infarctus en moins. Alors que nous, quand on essaie de parler en disant en 2050, ben, ça parle moins aux politiques et c'est moins impactant. Donc ma question, c'est de savoir comment cette coopération sur ce co-bénéfice santé-climat avec le monde de la climatologie et le monde de la médecine, on puisse faire alliance pour faire de la prévention territoriale sur nos territoires différents. On a eu une réunion quand on était en Bourgogne-Franche-Comté avec les députés, les élus, avec l'équipe des climatologues, pour essayer de, ensemble, parler d'une seule voix. Parce que c'est super ce qu'on fait sur la formation, c'est une première brique, et je voulais savoir si cette brique était quelque chose d'envisageable, et comment vous puissiez l'envisager, comment on pouvait éventuellement l'incorporer au sein des missions de la CDD. Je vais donner juste un élément de réponse. Nous, à Lyon, on a quand même de la chance d'avoir une mairie qui est assez engagée sur ces sujets, une métropole qui est assez engagée sur ces sujets, et on a des projets avec eux, par exemple, projet perturbateur endocrinien avec eux. Donc je pense qu'il y a des dynamiques qui peuvent être nées. Je pense que les dynamiques vont prendre au niveau local, au niveau national, ça va être beaucoup plus compliqué. Et après, je pense que c'est intéressant d'insister sur ces co-bénéfices. On a parlé beaucoup de nouvelles qui sont désagréables à entendre, mais le co-bénéfice santé et environnement, je pense que c'est une clé, c'est la clé de tout. C'est d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus désirable. Donc les transports mobilité active, donc on réduit la sédentarité, on réduit la pollution puisqu'on ne prend pas la voiture, etc. Des aliments qui sont l'alimentation plus végétalisée, etc. qui sont, je pense, la clé de tout ça. Et je pense que ça donne de la désirabilité aux gens sur ces sujets. En 2015, à l'occasion de la COP 21, il y avait dans la COP quasiment rien sur santé, quasiment rien. Et donc avec Antoine Flao, on a publié un petit commentaire dans le Lancet. Est-ce que la santé peut sauver les COP donc sur le climat? Et depuis, il y a quand même souvent, sur plusieurs jours, au moins une journée consacrée à la santé. Donc c'est en train d'infuser, et je pense au niveau à la fois territorial, mais je pense au niveau international, il faut aussi que ça infuse, parce que c'est effectivement une solution, vous avez tout à fait raison. Une dernière peut-être pour Robert Barouki. Je voulais savoir si la notion d'exposome, par son côté extrêmement large, on pourrait presque dire attrape-tout, ne pose pas en elle-même des problèmes méthodologiques. Bien sûr, non, mais donc, écoute, j'ai participé il y a quelques mois à une réunion aux États-Unis de quelques personnes pour dire quelle est la vraie définition de l'exposome et quelle est une définition plus opérationnelle de l'exposome pour le rendre. Donc, bon, en fait, ça commence souvent par les technologies. Hein. En fait, on fait les choses quand on a les méthodes pour pouvoir les faire. Et ça, il y a quand même pas mal de développement. Et moi, je pense qu'en se focalisant peut-être en partant des pathologies, en essayant de voir quel est l'ensemble des facteurs qui peuvent influer et l'interaction entre ces différents facteurs, on peut avoir quelque chose d'un tout petit peu plus opérationnel. Donc, on est exactement dans cette période-là où il faut rendre cette notion assez générale et un peu attrape-tout, il faut le reconnaître, mais dans la vie, on est exposé en même temps à beaucoup de choses. Donc, on attrape beaucoup de choses sans le vouloir dans la vie de tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de savoir parmi toutes ces expositions, quelles sont celles qui sont les plus importantes, sur lesquelles il faut agir en premier. Et ça, il y a tout un travail qui est actuel, je dirais, là-dessus, pour le rendre plus opérationnel. Je suis d'accord avec toi. Si je peux me permettre juste un commentaire, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, auquel je tiens, c'est la valeur pédagogique de l'exemple quand on essaie de transmettre un message, notamment aux décideurs. Ça a été évoqué, parce qu'au fond, la question est comment est-ce qu'on transforme la société de telle sorte que ça se traduise dans la pratique. Et moi, j'ai un exemple incroyable, je vous le raconte parce que ça m'a vraiment frappé. Je ne sais pas si j'ai raconté à Marine déjà, mais je travaille avec un biologiste qui vient des plantes, qui s'appelle Dimitri Heinz, et qui a une plateforme d'exposomie que tu connais peut-être, Robert. Et en fait, le premier exemple, et qui a convaincu les élus, c'est les abeilles. Donc, on a étudié les abeilles alsaciennes. Et en fait, on s'est rendu compte, en étudiant le cerveau des abeilles, que le cerveau des abeilles, je la fais très courte, était contaminé. Alors, tout le monde pense que c'est les toxiques des agriculteurs, les pesticides, des viticulteurs, les agriculteurs, mais pas du tout. Et vous savez ce qu'on a trouvé dans le cerveau des abeilles? Enfin, les Alsaciens le savent. On a trouvé du tramadol et des œstrogènes. Et en fait, et d'où venaient le tramadol et les œstrogènes? Ils venaient des bouts d'épandage des stations d'épuration. Vous voyez, c'est un exemple. Alors ça, si vous racontez ça à un élu, ben, si vous commencez à lui parler d'écologie, de machin, il ne comprend rien, en fait. Hein. Et il n'y a aucune... Tu es d'accord, Robert? Ça commence. Mais que si vous commencez à lui expliquer que les abeilles ne vont plus à la ruche parce que
elles ont du tramadol dans le cerveau, ça commence à porter. Et donc, on est des universitaires et on doit apporter des messages de pédagogie. Enfin, il faut qu'on soit aussi des pédagogues. Et c'est un rôle fondamental, convaincre les gens. Laurent, tu voulais dire un petit mot encore? Non, je suis désolé, mais vraiment un mot. Quand on parlait du rôle de la santé, c'est très important. Et en fait, on y arrivera en parlant de pollution et arrêter de parler tout le temps de gaz à effet de serre. En fait, actuellement, le gaz à effet de serre, on va vous répondre, mais avec Trump, ça servira à rien. Avec les Chinois, ça servira à rien. Parce que c'est global. Alors que la pollution, finalement, c'est la même chose. La pollution de l'air et les gaz à effet de serre, c'est la même chose. La pollution, ça nous concerne nous. Donc, vous expliquez aux gens, oui, mais la voiture, là, vous ne parlez pas de gaz à effet de serre. Vous lui dites, c'est des microparticules qui vont tuer tes enfants, qui vont donner de l'asthme, etc. Et si tu les prends pas, c'est toi qui vas avoir les bénéfices et ta famille. C'est pas le Chinois, c'est toi qui va. Et le Chinois qui pollue, il meurt de son côté. Voilà. Donc il faut lui parler de pollution et pas de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est trop global. Et la pollution, c'est le serial killer. Aujourd'hui, c'est 7 à 9 millions de morts aujourd'hui. Le changement climatique, c'est le serial killer de demain. De toute façon, les deux sont liés. Donc je pense qu'en termes de choc, c'est mieux de parler de pollution de l'air plutôt que de gaz à effet de serre. Merci à tous. Là, il faut vraiment qu'on s'arrête. Florence, tu veux peut-être remercier tes panélistes? Ouais, très court. Je vous remercie vivement d'avoir participé à cette session. C'était pas toujours facile. Et je vous remercie aussi parce que Jean parlait des abeilles alsaciennes. Moi, c'est vrai que je suis arrivée dans ce sujet parce que ça me foutait le bourdon. Et voilà. Et vous êtes dynamique, vous allez de l'avant. Et je pense que ça s'est bien ressenti dans cette session. Et voilà, sans vous, rien ne serait possible. Merci beaucoup.